Je suis vraiment heureux de participer pour la deuxième année consécutive à ce colloque organisé sous l'égide de l'IRJS et de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et aussi très intéressé par le sujet de cette table ronde parce que, comme monsieur le professeur Schilstein l'a rappelé, l'enquête interne est là, elle est dans notre paysage, et elle fascine, mais je dirais aussi qu'elle suscite parfois un certain nombre de fantasmes, à telle enseigne qu'on a pu voir dans la presse la semaine dernière, je crois, un communiqué de presse d'avocats qui fustigeait une justice parallèle, où aujourd'hui dans le monde, on a pu voir qu'une enquête interne qui devait être faite sur un naufrage de navires en 2021 n'a pas été faite. Donc il y a parfois des soupçons qui sont liés à l'enquête interne qui, au-delà même de la transparence qu'elle semble promouvoir, finalement, pourrait être un outil de connivence. Et donc c'est donc un sujet particulièrement passionnant. Alors, je vais commencer par présenter les panélistes extrêmement rapidement pour ensuite leur laisser la parole. Nous avons à ma droite Stéphanie Dominguez, qui est aujourd'hui senior manager chez KPMG France, qui dispose d'une expérience certaine dans le domaine de la compliance, qui, après être passé par KPMG France, a rejoint l'Agence française anticorruption pour la période de la mise en place, pour l'appui aux entreprises, et puis qui est ensuite revenu à ses premières, amours, à ses premières origines. Nous avons également à ma gauche Jean-Marie Gauvin, qui a débuté sa carrière il y a quelques années au sein d'un cabinet d'avocats, puis qui a rejoint le monde de l'entreprise assez vite, d'abord à la Compagnie Générale des Eaux, puis à Foster Wheeler, à Jacobs Friends, puis au groupe Suez Environnement, et qui depuis 2013 est au sein du groupe Casino, dont il est depuis 2017 le directeur des risques, de la conformité et du contrôle interne, et le déontologue groupe. Et enfin, nous avons Eric Seasso à ma gauche, qui est un juriste d'entreprise, enfin un directeur juridique qui a commencé sa carrière comme avocat, qui est passé par le monde de l'entreprise au sein des groupes Suez, Engie et Vinci, et qui a rejoint le barreau de Paris il y a quelques années pour conseiller les entreprises dans notre sujet, puisqu'il participe régulièrement à des enquêtes internes. Et donc, nous avons tous les trois nos panélistes qui sont avec chacun leurs casquettes différentes, des personnes qui s'occupent de l'enquête interne. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce panel, qui est un panel un petit peu varié, pour essayer de donner plusieurs visions de la pratique de l'enquête interne et de l'activité d'enquêteur. Au-delà de cette variété possible du statut de l'enquête interne, ou de l'enquêteur interne, pardon, nous avons essayé de retenir quelques points qui sont des points saillants sur lesquels notre pratique commune va parfois achopper pour réfléchir ensemble sur ces points. Nous allons parler de la variété du statut de l'enquêteur d'abord, ensuite de la gestion des conflits d'intérêts, et enfin de la gestion de la confidentialité. Et puis, évidemment, nous avons laissé 15-20 minutes à la fin, si nous tenons le chronomètre, pour les questions de la salle, puisque nous souhaitons que ce soit une table ronde participative, si on peut dire, ou en tout cas dans laquelle le public puisse poser des questions. Donc n'hésitez pas à garder vos questions. Il y a un temps spécifique pour votre participation. Et je sais qu'il y en a plusieurs dans la salle que je connais qui ont beaucoup de questions et qui vont nous en poser. Voilà. Alors, j'avais prévu 5 minutes de l'introduction, donc c'est dans les délais. Donc, première partie qui a pour thème la variété de l'enquêteur, parce qu'évidemment, qui dit enquête interne dit enquêteur. Donc, je voudrais d'abord peut-être passer la parole un petit peu à chacun d'entre vous pour présenter son activité d'enquêteur. Peut-être Stéphanie, est-ce que vous pouvez commencer par expliquer un petit peu comment ça se passe au sein de KPMG et comment est-ce que vous vivez cette activité? Oui, bonjour à tous.
Donc moi, je vais parler avec un prisme cabinet de conseil, cabinet d'audit, excusez-moi. La pratique de l'enquête interne aujourd'hui, c'est une activité extrêmement importante pour les cabinets. On se retrouve dans des situations où sont mises en avant déjà la force du réseau international de notre cabinet, ce qui aide dans le cadre d'une enquête interne qui peut se passer dans plusieurs pays différents. On a eu le cas dans le secteur pharmaceutique il y a quelques années où on a dû déployer des dizaines et des dizaines de consultants pour effectuer une enquête importante pour un grand groupe. On parle bien sûr de millions d'euros en termes d'honoraires, de temps, d'une enquête qui a été extrêmement intense pour tous, autant pour la société que pour les équipes, et un retour derrière et des actions qui ont été mises en place par la société pour avancer du bon côté de l'intégrité. Un autre cas s'est passé il y a un an. Je travaillais pour une société dans un grand groupe familial en province et il s'avère que dans le cadre d'un investissement, ils ont souhaité avoir des KYC, des Know Your Customer, sur une bonne partie du comité de direction et des dirigeants, et ce le 23 décembre. Alors c'est assez difficile d'avoir tous les éléments très rapidement, sauf si on prend une équipe forensique, sauf si on prend des consultants qui vont utiliser des outils et qui vont faire des recherches approfondies pour avoir les éléments pour rassurer les investisseurs. C'est aussi un autre type d'enquête qui peut être demandé. Et enfin, une bonne partie du travail aussi de nos équipes, que ce soit au niveau de KPMG Avocats ou des équipes forensiques, des équipes qui sont amenées à faire de la compliance en mode enquête interne, c'est aussi l'assistanat aux grands cabinets d'avocats, que ce soit des cabinets d'avocats français ou étrangers, dans le cadre de monitoring de la Banque mondiale ou d'autres monitoring importants, mais aussi dans le cadre d'enquête interne où le soutien de spécialistes IT ou de spécialistes de la comptabilité peut être stratégique dans la récupération des données. Donc c'est notamment les moyens déployés, la force du réseau, comme je vous le disais, et ces expertises soutenues qui font que nous sommes des acteurs effectivement importants de l'enquête interne aujourd'hui. Mais est-ce que vous, dans un cabinet d'audit, si on peut dire, vous avez une déontologie particulière, puisque on va parler après de la déontologie des avocats qui nous oblige dans le cadre des enquêtes internes. Comment ça se passe en tant qu'auditeur ? Alors c'est un très bon point. Effectivement, il y a la déontologie aussi des experts comptables, avec ces notions de confidentialité, et on y reviendra. Tous les accords de confidentialité qui sont signés en sus pour le projet ciblé, et le travail qui est fait en collaboration avec les avocats. Donc absolument, nous devons suivre des règles déontologiques. On y reviendra, mais tout ce que nous faisons est sous le sceau d'une analyse de ce que l'on appelle dans les cabinets d'audit et de conseil du risk management, qui est un peu l'équivalent de la conformité pour les cabinets d'audit et de conseil, c'est-à-dire que tous les projets qui sont amenés à être peuvent se transformer en mission, sont analysés au préalable en interne pour savoir si c'est compatible, pour savoir s'il n'y aura pas un impact notamment réputationnel négatif pour le cabinet, et pour avoir une validation, puisque si d'autres missions du cabinet viennent se heurter à cette mission d'enquête interne, alors il faudra prendre des décisions sur la priorisation des missions. Donc chaque mission, et notamment encore plus quand on est sur un sujet d'enquête interne, parce que le sujet est très souvent extrêmement sensible, est analysée en interne pour voir les conséquences pour le cabinet. Merci. Est-ce que, Jean-Marie, je peux vous passer la parole pour nous expliquer comment ça se passe au sein de votre entreprise et comment est-ce que, comment est-ce qu'on régule l'enquête interne lorsqu'on est responsable de la conformité et à qui est-ce qu'on demande d'enquêter également? C'est une question assez fondamentale. Une question large à laquelle je vais essayer de répondre de façon synthétique. D'abord,
Avant Sapin 2, on n'a pas véritablement de réglementation. Moi, je me souviens que la première enquête interne à laquelle j'ai participé, elle est contemporaine de l'affaire Enron, puisque j'étais directeur Europe d'un groupe américain et on travaillait pour cette société aux États-Unis. Donc j'avais eu quelques points à traiter en relation avec Enron, et c'est à partir de là que l'on a vu apparaître également Sarbanes-Oxley. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avant de parler d'enquête interne, il faut un cadre. Le cadre, il est double. Avec la loi Sapin 2, il faut avoir mis en place les 8 piliers de la loi Sapin 2 plus le 9e, c'est-à-dire l'engagement de l'instance dirigeante. C'est essentiel. C'est down from the top. Si vous n'avez pas ça, c'est très compliqué. Donc à partir du moment où vous avez mis en place Sapin 2 et les 8 piliers, c'est déjà plus simple. Le deuxième prérequis, c'est du contrôle interne. Si vous n'avez pas de contrôle interne dans votre entreprise, c'est compliqué. Le contrôle interne, c'est quoi? C'est j'identifie des risques et je mets en place des procédures pour réduire ou supprimer ces risques. L'audit vient derrière, c'est pas tout à fait le même métier. À partir du moment où vous avez mis dans l'entreprise Sapin 2 et que vous avez du contrôle interne, c'est déjà un cadre très satisfaisant pour travailler. Dans le groupe Casino, je dois avoir une vingtaine de déontologues, je les appelle déontologues référents en ce qui me concerne. J'en ai une vingtaine répartis en France et en Amérique latine, puisque nous sommes implantés exclusivement en France et en Amérique latine. Ces déontologues référents, ce sont principalement des juristes, mais ça peut être des financiers. Ce sont des profils qui sont assez aguerris. On ne peut pas confier ce type de mission à des débutants. Il faut quand même avoir un peu de bouteille, pardonnez-moi pour l'expression, mais il faut avoir un peu de bouteille. Ce sont des profils qui nécessitent de l'impartialité, du discernement, de la distance, un double rattachement. Ça, c'est absolument essentiel. C'est un rattachement à votre serviteur et un rattachement aux dirigeants de l'entité concernée. Il faut qu'il ait le double rattachement. S'il n'a pas s'il ou elle, vous l'aurez compris, s'il n'a pas ou il n'a pas le double rattachement, compliqué, parce qu'on parlera des conflits d'intérêts en troisième partie, vous verrez que ça a toute son importance. Donc ce que l'on a mis en place, c'est désigner ces déontologues. J'ai élaboré un guide de l'enquête, parce que c'est compliqué. Vous ne vous improvisez pas enquêteur du jour au lendemain. Donc j'ai mis en place un guide d'enquête à l'usage des déontologues référents, leur expliquant exactement ce qu'ils doivent faire dans le cadre d'une enquête. Très schématiquement, on a mis en place des canaux sécurisés d'alerte, c'est-à-dire que vous savez très bien qu'il y a deux possibilités pour les signalements. Soit, et c'est la majeure partie des entreprises, que ce soit en France ou à l'étranger, confient le traitement, ou en tout cas le signalement à un prestataire externe, soit l'internalisent. Les deux possibilités existent. Lorsque nous étions chez Suez avec Eric, nous avions ce traitement externe. Chez Casino, on a l'habitude de traiter nos affaires en famille, donc on a tout internalisé. Ça me va bien. Mais ça oblige également à la rigueur. Donc, il y a des adresses électroniques sécurisées auxquelles n'ont accès que les déontologues référents et uniquement eux. Et il y a une adresse par déontologue. Aucun de mes déontologues n'a accès à mon adresse et pour ce qui me concerne, je n'ai pas accès non plus à leur adresse. Il n'y a pas non plus d'informaticien. Donc, le lanceur d'alerte que vous pouvez être utilise l'adresse sécurisée qui se retrouve dans tous les panneaux, dans tous les lieux d'affichage sociaux. J'ai mis en place une procédure de recueil des signalements. Si vous avez un signalement à faire, vous vous adressez à telle adresse. Et je veille, à chaque fois que j'ai un déontologue référent qui change, parce que j'en ai une vingtaine, donc il y a du turnover, à ce que la PRS, procédure de recueil des signalements, soit mise à jour. À partir de ce moment-là, le déontologue reçoit un signalement sur son adresse. On pourra rentrer dans les subtilités. Dans un délai de 3 jours, il y a un accusé de réception qui lui est adressé pour montrer qu'effectivement le signalement a été réceptionné. Et dans un délai de 20 jours,
il y a une décision qui est prise sur la recevabilité. Il est certain que les chiens écrasés, on ne va pas les traiter, mais si on nous apporte une affaire qui laisse entendre qu'il peut y avoir de la corruption, du trafic d'influence ou que sais-je, à ce moment-là, la recevabilité est acquise. Si la recevabilité n'est pas acquise, nous en informons, et je vais vous dire pourquoi nous informons systématiquement les lanceurs d'alerte, mais nous l'informons. Dans un délai de 3 mois à compter de la recevabilité, nous instruisons à charge et à décharge, plutôt à décharge qu'à charge. On fait le même travail qu'un juge d'instruction. Et au bout d'un délai de 3 mois, alors ça peut être évidemment prolongé si l'affaire est complexe, et ça nous est déjà arrivé, mais au bout d'un délai de 3 mois, le signalement est avéré ou n'est pas avéré. S'il n'est pas avéré, effectivement, vous avez le RGPD qui rentre en ligne de compte et vous avez la présomption d'innocence, donc vous nettoyez toutes vos bases, que ce soit papier ou informatique. Rien ne doit rester sur les bases. Vous avez un délai très très court pour nettoyer. Et si vous ne le faites pas, vous vous mettez en difficulté vis-à-vis de la réglementation sur la protection des données. Je vous rappelle la sanction sympathique, 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé. Ça calme tout de suite. Donc, et si le signalement est avéré, à ce moment-là, c'est assez brutal, on le fait de façon assez brutale chez nous, mais c'est évidemment le DRH est informé, le directeur juridique est informé, c'est licenciement pour faute lourde, donc c'est monsieur, madame, nous vous raccompagnons à votre bureau et vous sortez. C'est aussi rapide que ça, mais ça se double, c'est le double effet qui se coule, c'est dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Pourquoi constitution de partie civile? Parce qu'on fait condamner nos anciens salariés qui ont eu l'indélicatesse de mettre la main dans le pot de confiture. Et ça nous sert d'exemple. Voilà à peu près comment ça se passe. Pourquoi est-ce que nous informons Et le lanceur d'alerte est évidemment informé. Il est informé qu'une sanction a été prise. Il ne connaît pas la nature de la sanction, c'est pas utile, il sait simplement que son signalement a été suivi des faits. Et pourquoi nous l'informons? Tout simplement parce que l'évolution de la réglementation fait qu'aujourd'hui, le lanceur d'alerte, contrairement à ce qui se passait il y a 1 an ou 2, a la possibilité de saisir, je crois que c'est l'une des 40 entités qui sont mentionnées dans la réglementation applicable. Donc on a tout intérêt à traiter le sujet, et le plus rapidement possible. Voilà sommairement comment ça se passe. Merci. Donc, comme le disait monsieur le professeur Schilstein tout à l'heure, là, l'entreprise crée son propre corpus pour enquêter, finalement, comme un juge d'instruction. Je profite que nos anciens procureurs ne sont pas là pour dire que parfois l'enquête n'est pas totalement à charge, à décharge, mais maintenant, c'est trop tard, je ne peux plus dire ça, parce qu'ils viennent d'arriver. Alors, Éric Céasso, je vous laisse la parole pour vous donner votre vision ou votre pratique de l'activité d'enquêteur interne en tant qu'avocat. Merci beaucoup, David. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir vécu, la chance professionnelle plutôt, d'avoir vécu ce rôle de l'enquêteur avec un triple positionnement, in-house, en pratique privée, et puis aussi pour un organe de gouvernance, un conseil d'administration. Alors, je vais emboîter le pas à ce que vient de dire Jean-Marie Gauvin. Il est clair que l'enquête interne fait partie intégrante de la conformité d'une entreprise et en tant que telle de la gouvernance d'une entreprise. C'est-à-dire que pour une entreprise dotée d'un conseil d'administration, c'est quelque chose qui doit remonter au conseil d'administration, la plupart du temps, à travers un comité dédié du conseil, souvent en charge de l'éthique et de la compliance, mais aussi, comme faisait remarquer tout à l'heure Jean-Marie, l'audit et les risques. Ça, je crois que si on n'a pas l'inclusion de l'enquête interne comme un élément clé de la gouvernance de l'entreprise, on n'a pas réellement fondé un dispositif crédible d'alerte interne. Et comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui en France, le lanceur d'alerte a le choix entre saisir sa structure interne ou aller porter son signalement auprès de la justice et des autorités administratives et puis toute une série d'organismes qui est fixé par le décret qui a suivi la transposition complète de la directive européenne après la loi Wasserman. Donc ça, c'est le cadrage général. Sur
comment dirais-je, les éléments clés de cette enquête. Alors, évidemment, un dispositif d'alerte interne, ça s'appuie ça commence avec le volet éthique et conformité du contrôle interne. Ça s'appuie bien sûr dans le cadre des audits. Et donc, chaque année, dans le cadre des programmes d'audit, on définit les endroits en relation avec la cartographie des risques, les endroits sur lesquels il faut apporter des vérifications, donc des investigations. Et puis, évidemment, l'élément le plus connu aujourd'hui, qui est l'enquête interne, qui est diligentée à la suite d'une alerte qui a été reçue. Alors, on doit s'entourer de beaucoup de précautions pour réaliser ces enquêtes, parce qu'évidemment, il y a une dimension sur les enquêtes les plus... Il y a deux types d'enquêtes. Il y a les enquêtes, enfin, il y a les signalements qui sont courants, puis les signalements à sensibilité particulière, pour le dire pudiquement. Les signalements à sensibilité particulière présentent une dimension politique forte. Donc, il est clair que l'enquête est quelque chose qui peut être instrumentalisé par différents acteurs qui ont des intérêts plus ou moins avoués, plus ou moins avouables. Donc ça nécessite, comme disait Jean-Marie, de l'expérience, du toucher de balle et une certaine distance et donc une capacité à s'extraire des contingences de l'organisation pour réaliser de manière indépendante son travail. Et enfin, dans le courant de l'enquête, ce qui est quand même assez difficile, c'est que, évidemment, il faut préserver, et c'est pénal de ne pas le faire, l'identité, la confidentialité du lanceur d'alerte quand on intervient sur un signalement. Il faut respecter la présomption d'innocence des personnes mises en cause. Il faut effectivement veiller à tout moment à la préservation de la preuve. Une investigation mal organisée, mal dimensionnée, mal préparée peut donner lieu, parce qu'elle était un peu trop visible, à des disparitions forcément fortuites d'éléments de preuve, et ça c'est gênant. Et puis, il y a aussi les aspects données personnelles dont Jean-Marie Gauvin vient de parler aussi, qui sont significatifs, même si le règlement RGPD nous donne une base légale sur l'intérêt légitime ou l'exigence légale pour conserver un certain nombre d'éléments. On reste quand même, et l'actualité récente a montré que le RGPD était entré de plein pied dans le champ de la conformité avec des sanctions à hauteur de 4% du chiffre d'affaires global consolidé. C'est quand même assez significatif. Donc, voilà ces éléments-là que je souhaitais porter à votre attention. Et tous ces éléments coopèrent entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution idoine. Naturellement, il faut une composition harmonieuse et variant selon les organisations de ces différents supports. Il faut un système interne parce que, évidemment, l'essentiel des alertes internes que l'on recueille ne sont pas, Dieu merci, des signalements à sensibilité particulière, et donc il faut bien les traiter. Qu'on ne va pas non plus rejeter l'alerte d'un collaborateur qui signale un harcèlement moral sous prétexte que vous êtes en charge de la conformité Sapin 2 et que ceci ne vous concerne pas. Donc on est obligé de traiter aussi ce genre d'éléments. On a besoin de l'avocat externe parce que quand on est en interne, avoir la possibilité de diminuer la pression de l'organisation qui pèse sur ses épaules en ayant le recours à un tiers indépendant, ça fait quand même du bien. On a besoin aussi de l'accès aux organes de gouvernance. Bref, vous voyez, on a toute une série, l'alerte interne dans ces trois composantes est nécessaire et en fonction des organisations et de leurs caractéristiques, eh bien, il faut trouver le dosage adéquat. Voilà. Merci Eric. Tu voulais rajouter quelque chose, Stéphanie ? Oui, pour rebondir sur ce que viennent de dire Eric et Jean-Marie, je crois qu'il y a un point que tout compliance officer doit prendre en compte dès maintenant. La fiche de poste du compliance officer comprend et doit comprendre la structuration, le pilotage et le suivi des enquêtes internes. Clairement, ça fait partie de ces tâches aujourd'hui pour tout compliance officer. Alors peut-être que dans certains groupes, la section investigation est séparée et sera reliée à la compliance. Pour ces groupes qui ont la chance d'avoir une structuration telle
qu'ils ont les ressources pour avoir des personnes, des investigateurs, tant mieux, ou pour externaliser, qui ont fait le choix d'externaliser. Mais pour les autres, cette capacité-là devra être prise en compte. Et quand je dis ça, c'est que je travaille autant en prévention qu'en détection. Et je me rends compte que quand la société formalise la procédure d'alerte, elle ne va pas au bout du cheminement. Elle ne va pas à la deuxième phase. Très bien, le lanceur d'alerte a fait une alerte, il y a un signalement. Next, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment on lance l'enquête? Il ne faut pas attendre, et c'est ce que je vois beaucoup malheureusement, qu'il y ait un cas. Il faut commencer à réfléchir à la structuration. Eh bien, derrière, on va monter une task force. Il nous faudra quelqu'un de la DSI, il nous faudra quelqu'un des RH, il nous faudra quelqu'un sans doute du contrôle interne, peut-être même de l'audit interne. Est-ce qu'on souhaite internaliser, externaliser, ce que disait Eric? Si oui, est-ce qu'on a déjà sous le coude quelqu'un, un cabinet d'avocats, un cabinet de consulting qui va être capable de nous aider sur telle ou telle région? Tout ça doit être anticipé. Et puis derrière, on a fait l'enquête, on a récupéré les éléments. À qui on les présente? Dans le cadre du comité d'éthique, dans le cadre d'un comité d'audit, dans le cadre d'un comité de direction, qui va prendre la décision? Là aussi, l'engagement de l'instance dirigeante sera clé. Suite aux échanges, aux données que vient de vous dire Jean-Marie, l'instance dirigeante ici donne toute sa force à la prise de décision suite à une enquête interne. Et tous ces éléments doivent être réfléchis en amont. Parce que lorsque le signalement est lancé, le temps est très court. Les choses doivent s'activer rapidement. Et c'est parfois là où on a une désorganisation qui peut être préjudiciable à l'action de la société et au lancement des actions. Donc c'était juste le point en termes d'anticipation à prendre en compte sur ces sujets. Merci. C'est vrai que c'est une gestion de crise, en fait. Quand il y a une alerte qui arrive et qu'il faut lancer une enquête interne, on ne peut pas commencer à réfléchir à la façon dont on va mener cette enquête parce que les gens qui font du RGPD savent qu'il faut faire des études d'impact, que sais-je. Enfin, on ne peut pas commencer from scratch. Et puis, c'est d'autant plus important qu'une enquête interne, c'est quand même, et on le dit, il faut le rappeler, parfois, d'un côté, assez violent, parce qu'on va auditionner des personnes qui vont prendre ça de façon parfois très difficilement, hein, il faut le dire. D'autre côté, ça répond à un besoin de justice de l'entreprise, parce que souvent les salariés disent quelqu'un a fait quelque chose, il a mis la main dans le pot de confiture, je ne veux pas que ça reste non puni parce que sinon c'est pas juste, il y a un besoin de justice. Donc on se retrouve dans dans cette conjonction avec, si une enquête interne est mal faite, des sanctions et des risques terribles. On a vu, c'est plus anecdotique, mais il y a quelques mois, il y avait des élèves avocats qui avaient triché, ou en tout cas qui étaient accusés d'avoir triché. Il y avait une enquête interne qui avait été menée, et parce que l'enquête interne n'avait pas respecté le RGPD, finalement, la sanction disciplinaire a été annulée par la cour d'appel. Alors, l'histoire ne dit pas si ces avocats vont réussir à trouver du boulot après. Mais bon, en tout cas, ça veut dire que si l'enquête interne n'est pas faite de façon absolument carrée et rigoureuse, eh bien, ça peut être fragilisé. Et d'ailleurs, dans les grandes affaires de corruption qu'on a vues ces quelques dernières années, il y a beaucoup d'enquêtes internes qui ont été faites, beaucoup de justice négociée et peu de justice, on va dire, non négociée, c'est-à-dire peu d'audience. Et la question, ce sera très intéressant de savoir si ces enquêtes internes vont tenir face à l'audience et aux nullités éventuelles. Alors, bon, donc on a vu qu'on a plusieurs types d'enquêteurs, des auditeurs ou des experts comptables avec la déontologie, le H3C. On a l'entreprise qui va faire sa propre déontologie avec cette procédure. On a les avocats. Évidemment, il y a d'autres personnes, mais on a choisi de prendre les personnes les plus représentatives. Donc, après cette présentation, premier thème qui nous a semblé le plus intéressant, la gestion des conflits d'intérêts. On enquête au nom de qui, pour qui est son client, parce que, Eric, vous l'avez rappelé, Eric et Jean-Marie, parfois les enquêtes internes, au-delà des petits cas de fraude, peuvent avoir une certaine sensibilité en interne.
Donc, est-ce que l'enquêteur est indépendant? Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on gère cela? Donc, peut-être que Jean-Marie, je vous laisse la parole sur l'indépendance, le rattachement de l'enquêteur. Merci beaucoup. Eh bien, au départ, vous ne le savez pas. Et non, vous ne le savez pas. Et vous allez le découvrir au fur et à mesure. Le rattachement de l'enquêteur, double rattachement, triple rattachement. Alors, en ce qui me concerne, double rattachement, mais pour mes déontologues, double voire triple rattachement. Il faut que l'enquêteur ait accès aux dirigeants, mais pas seulement. Il faut qu'il ait accès également au comité. Alors, tout dépend comment c'est structuré dans les sociétés cotées ou non cotées. Dans les sociétés cotées, vous avez un comité d'audit, mais vous avez également un comité gouvernance et RSE. Chez Casino, nous avons les deux, et je planche tous les 6 mois devant le comité gouvernance et RSE pour lui expliquer ce que j'ai fait au titre des 8 piliers de la loi Sapin 2. Je fais ça 2 fois par an, je l'ai fait la semaine passée. Et dans ce cadre-là, les dossiers que je traite sont reportés. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis que vous ne le savez pas au départ lorsque vous avez un signalement? Parce que vous ne savez pas qui est concerné. Et ce qu'il faut conserver à l'esprit, c'est que votre client, c'est la société, c'est l'entité, c'est l'être moral, c'est personne d'autre. C'est pas votre chef de service, c'est pas le dirigeant. C'est la société, votre client. Dans un des dossiers que j'ai eu à traiter chez Suez, nous avions là un dirigeant d'une des 2 branches. Il y avait 2 branches, l'eau, la propreté. C'était Suez Environnement. J'en parle parce que c'est public. Nous avons le dirigeant du secteur propreté qui avait la bonne idée de racheter cette activité à son actionnaire. L'actionnaire n'était évidemment pas vendeur, le dirigeant n'avait pas suffisamment d'argent, mais il a quand même constitué un tour de table. Il s'est mis en position de... Comment il a fait? Tout simplement, il a constitué des sociétés au sein de son empire, puisque c'était véritablement un empire. Il a constitué des sociétés qu'il contrôlait complètement et qui étaient prestataires de services de des propres sociétés du groupe. Donc il a alimenté une caisse noire. Comment l'avons-nous su? On ne le sait pas bien au départ. On a simplement un rapport d'audit qui dit que dans le cadre d'un audit, nous avons découvert l'existence d'une structure. On a commencé à gratter, et ces structures, on s'est demandé d'où elles venaient et quel était son objet. Le dirigeant s'est lancé dans des explications complètement foireuses, et donc on a gratté. Et le dirigeant, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, parce qu'il était renvoyé devant le tribunal correctionnel lorsque le dossier a été bien chargé, a dit « Mais si j'ai constitué une caisse noire, c'est pour le compte du dirigeant du groupe. » Très compliqué. Ce que je vous dis, ce n'est pas un cas d'école. Vous ne savez pas pour qui vous travaillez. Donc, vous faites très attention où vous mettez les pieds, vous reportez le cas échéant, et pas nécessairement aux dirigeants, mais plutôt au comité. Vous commencez à faire très attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. Vous suggérez aux uns et aux autres de prendre des conseils, parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez vous retrouver dans une situation de conflit d'intérêts. Donc c'est vraiment très pratique ce que je vous dis, mais ce sont des choses que l'on peut vivre. Donc là, on commence à marcher sur des œufs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce job-là, on ne peut pas le confier à un débutant. Il faut quand même avoir un peu de bouteille. Il faut avoir pas mal de recul. Et il faut avoir quelques qualités. C'est pas de l'autosatisfaction. Simplement, il faut prendre du recul, il faut être indépendant, il faut avoir du discernement. Ne pas prendre pour argent comptant ce que l'on peut vous dire, parce que dans des cas comme ça, j'en ai un autre à gérer en ce moment, on vous raconte tout et n'importe quoi, parce que les gens, pour se tirer d'affaire, sont capables de dire tout et n'importe quoi. Donc il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Donc ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est les rattachements, il faut avoir accès au plus haut, et surtout
gérer correctement les conflits d'intérêts. Parce que vous n'êtes pas à l'abri. Vous allez, dans les affaires un peu complexes, vous allez certainement rencontrer des problématiques de conflits d'intérêts. Et vous ne savez pas si la personne qui a mis la main dans le pot de confiture l'a fait toute seule ou si elle l'a fait pour le compte de quelqu'un pour alimenter telle ou telle caisse noire. Voilà ce qu'il faut à peu près retenir. C'est le profil, le double rattachement et surtout le discernement, et ne pas hésiter à prendre des conseils externes là où vous commencez à penser que ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué et vous risquez de vous, pardon, c'est trivial, mais de vous mélanger les pinceaux dans le cadre de l'enquête que vous conduisez. Parce qu'on a tous connu en tant que professionnel le client qui vous dit oui, mais ce que vous dites là, c'est très bien, mais c'est pas ce que le board veut entendre. Donc la question est, qu'est-ce qu'on fait? J'ajouterai seulement un petit point également là-dessus. Vous allez être confronté à ça, ou vous pouvez être confronté à ça. Vous êtes assujetti à une stricte obligation de confidentialité sanctionnée pénalement. Retenez bien ça à l'esprit. Vous allez avoir des dirigeants, je me souviens que l'année dernière au Business and Legal Forum, voilà un directeur de la conformité qui expliquait doctement ce qu'il faisait. Et il faisait part des tentatives régulières de la direction générale de son groupe afin de savoir sur quoi portaient les enquêtes, ce qu'étaient les enquêtes et qui étaient les personnes, les lanceurs d'alerte et les personnes objets du signalement. Faites très attention à l'émission. L'émission, ça va vous retomber dessus. Donc ne vous laissez absolument pas influencer. En aucun cas, vous ne devez révéler l'identité du lanceur d'alerte, jamais. Jamais. Et la personne objet du signalement, tant que les faits ne sont pas avérés. Tant que les faits ne sont pas avérés, jamais, au grand jamais, vous ne devrez divulguer ces deux identités. Merci. Juste une question pour vous, et après je passerai la parole à nos autres panélistes. Vos enquêteurs, vos déontologues, ils vont aussi screener l'alerte en fonction de leur propre connaissance de l'entreprise, parce que finalement, ils connaissent pas mal de monde, ils ont brelingué, donc ils se déportent dès qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir déjà travaillé avec ces gens-là dans les conflits d'intérêts. Le problème, on l'a traité différemment. On a mis en place une déclaration annuelle d'absence de conflit d'intérêts. Chaque année, l'ensemble des collaborateurs du groupe signent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts. C'est un recto verso de 2 pages. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Si j'ai des participations dans telle ou telle société, je dois le déclarer. Si je connais des parents ou alliés, si j'ai des parents ou alliés ou amis dans des structures fournisseurs, je dois le déclarer, etc., etc. C'est fait chaque année. Et c'est fait maintenant, on est passé du papier à la numérisation. Donc, normalement, on le sait. Mais lorsque j'ai un déontologue référent qui me dit, et ça m'est arrivé, dans ce cadre-là, je connais quelqu'un chez le fournisseur ou chez personne, il n'y a pas de problème, tu te déportes. Tu te déportes. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il faut vraiment se déporter parce que c'est vous-même qui allez vous retrouver en situation compliquée. J'ajouterai, parce que vous pouvez vous poser la question de savoir, mais comment est-il informé de tous les cas, etc., ou comment fait-il avec les déontologues référents. En fait, lorsqu'il y a un cas, les déontologues référents m'en parlent, mais ils ne me parlent que de la typologie. Vous aurez bien retenu que je ne connais pas la personne objet du signalement, ni le lanceur d'alerte. Ils me parlent de la typologie. Je rencontre tel sujet. Comment peut-on faire? Parce qu'encore une fois, vous ne vous improvisez pas enquêteur. Donc on parle entre nous. On se parle et on se parle régulièrement. Donc voilà, telle typologie, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je devrais faire? Tu fais ça, 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 ça et ça. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais les conflits d'intérêts, on les a gérés en amont. Merci. Est-ce que Eric, je vous donne la parole. Les conflits d'intérêts pour l'avocat, on sait qu'il y a un vade-mecum. On sait que normalement l'avocat enquêteur ne peut pas agir contre le salarié qu'il a auditionné, notamment au Conseil des prud'hommes. Donc comment est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous gérez cette question? Eh bien, effectivement, David, comme vous le mentionnez, il y a effectivement une initiative de nos ordres qui établit des principes que suit l'avocat dans le cadre de la réalisation d'une enquête interne.
Principe qui commence déjà pour l'avocat à le conduire à expliquer le cadre de son intervention. Pour qui travaille l'avocat? L'avocat, il est conseil de l'entreprise, il n'est pas conseil du PDG, ça peut parfois poser un certain nombre de difficultés, mais comme il est externe, pas de rattachement hiérarchique au PDG, il a comment dirais-je, voilà, un espace qui lui permet de garantir son indépendance. Il doit, lorsqu'il interroge des personnes au sein de l'organisation, lui expliquer, enfin, rendre très clair vis-à-vis de ces personnes que le privilège de confidentialité ne s'applique pas à elles, qu'il est conseil de l'organisation. Il doit, si jamais la personne commence à donner des éléments de fait qui pourraient être susceptibles de lui causer quelques détriments, quelques merci désagréments, eh bien il doit l'en avertir et l'inviter à prendre un conseil lui-même avant de poursuivre ses investigations. Toute une série de règles qui sont très, très protectrices de la part de l'avocat. Ces éléments ces éléments d'audition, ces éléments de recueil de faits vis-à-vis des uns et des autres ont vocation à être consignés dans un rapport. Ces éléments ont vocation à être utilisés comme éléments de preuve et donc il faut veiller au moment de leur collection à ce que rien ne puisse entacher la valeur probante de ces éléments parce qu'ils pourront être utilisés en justice. Alors il faut effectivement aussi faire attention, encore une fois, je parle de sujets sensibles. Lorsqu'on a affaire à des sujets sensibles, il faut avoir effectivement à l'esprit le contexte de cette sensibilité. Il faut savoir qu'il y a des enjeux politiques, il faut savoir que l'on marche sur un champ de mine sans avoir la carte de ce champ de mine. Et donc, comme disait Jean-Marie tout à l'heure, être prêt à réagir à tout moment pour justement éviter tel ou tel problème qui pourrait se poser. Voilà un cadre général de l'avocat. Il n'est pas impossible que l'avocat soit aussi sollicité, qu'on attire son attention sur tel ou tel point ou qu'on lui fasse comprendre que telle ou telle partie de son investigation n'est peut-être pas considérée par l'organisation dont il s'agit des plus opportunes, mais peu lui en chaud parce que l'avocat agit selon effectivement ce vade-mecum et fonction de ses règles déontologiques et donc n'a pas à être instrumentalisé dans la collection des éléments de preuve et dans les auditions qu'il réalise. Faute de quoi, si c'était le cas, eh bien, il préférera arrêter sa mission parce qu'elle ne lui permettra pas, parce qu'il ne pourra pas la réaliser dans les conditions qui sont requises par son ordre, par ses principes déontologiques et tout simplement par son intégrité personnelle. Voilà. Bien, c'est Stéphanie, est-ce que vous avez quelque chose à partager avec nous sur ce sujet? Est-ce que vous, qui avez beaucoup, portefeuille des clients extrêmement développé, justement, est-ce qu'il y a cette question? Comment est-ce que vous gérez cette question-là? Comment vous gérez les tentatives potentielles ou en tout cas les possibilités de conflit d'intérêts au sein de vos missions? Alors, merci David. Alors pour nous, c'est un vrai sujet. Je vais parler avec deux casquettes. La première, c'est quand j'étais à l'Agence française anticorruption, quand j'étais à l'AFA, j'étais, en tant qu'agent contractuel, soumise à ce qu'on appelle l'article 40. C'est-à-dire que si j'observais tout fait de corruption ou autre, je devais le remonter au procureur de la République. De la même manière, quand on est dans un cabinet de conseil, un cabinet d'audit, on a parlé de déontologie des experts comptables. Quand on est commissaire aux comptes, et si on observe un sujet de fraude, on doit le remonter au procureur de la République. Et donc, il y a toujours cette sensibilité à ces sujets constamment de conflits d'intérêts et du fait qu'on est en train d'accompagner un client, mais pour autant, on doit faire attention à ce qu'on observe et comment on le gère. J'ai entendu Jean-Marie sur le système des conflits d'intérêts. Nous avons absolument le même chez KPMG. Chaque année, nous faisons une déclaration où, quand nous devenons commissaires aux comptes d'une nouvelle société, l'information est publiée et dite à tous les salariés. Et si un consultant
a des intérêts par rapport à cette société, il se doit de le déclarer. De la même manière, si un consultant est au conseil municipal d'une ville, parce que nous travaillons aussi avec le secteur public ou maire, il se doit de le déclarer. C'est pour ça que nous travaillons en amont le plus possible à éviter les conflits d'intérêts. Si, dans le cadre d'une enquête interne, nous sommes amenés à travailler dans un groupe et que l'un des consultants a été missionné sur ce groupe précédemment ou qu'il a quelqu'un de sa famille qui travaille dans ce groupe, etc., le point doit être remonté avant le début de la mission pour savoir si on le déporte ou pas. Donc ces sujets de conflit d'intérêts sont constamment observés, analysés par notre cabinet. Pourquoi ? Parce que justement, si on découvrait a posteriori qu'il y avait un sujet de conflit d'intérêts, ça pourrait carrément remettre en question l'efficacité de l'enquête et la neutralité et l'indépendance que nous avons eue dans le cadre de cette mission. Donc ces sujets sont pris extrêmement sérieusement et en cas de danger potentiel, la personne sera déportée immédiatement. Merci. Donc on voit que finalement, on parlait tout à l'heure de juge d'instruction ou de procureur qui enquête à charge et à décharge. On essaye, chacun dans notre... les différents intervenants nous exposent que chacun a des corpus pour lutter contre les conflits d'intérêts. Il me semble que ça reste, ou ça laisse ouverte tout de même la question plus générale du conflit d'intérêts, de la structure, qui est, ou on va dire, du corps enquêteur, puisque la magistrature, évidemment, est un corps indépendant, et nous, avocats, juristes d'entreprise ou consultants, on peut avoir des règles formelles, mais là, je pense que la vraie question, c'est la déontologie personnelle qui fait que on ne va pas aller vers ce que finalement le client aimerait qu'on découvre, parce que ça peut engager notre responsabilité. Justement, est-ce que en tant qu'avocat ou est-ce qu'en tant qu'enquêteur, vous avez des exemples ou des illustrations de la responsabilité de l'avocat enquêteur ou de l'enquêteur interne par rapport à la gestion des conflits d'intérêts ou peut-être sur le thème de la confidentialité dont on va parler maintenant? Alors, la situation est un peu différente selon que l'on est enquêteur interne ou enquêteur externe, avocat en matière de responsabilité. Alors, si on accepte bien sûr le sujet de la confidentialité du lanceur d'alerte. Là, il est clair qu'une personne salariée d'une organisation qui violerait l'obligation de traitement confidentiel de l'identité d'un lanceur d'alerte verrait sa responsabilité pénale personnelle engagée. Ça, c'est une règle de base. Mais sortie cette exception sur la responsabilité pénale personnelle pour violation de l'identité d'un lanceur d'alerte, la responsabilité en interne et en externe est différente. En externe, d'abord, vous pouvez commettre des fautes déontologiques, vous pouvez manquer à vos obligations légales, mais vous pouvez aussi, première chose, qui est quand même essentielle, c'est manquer ce pourquoi vous avez été engagé, c'est-à-dire dans la collection des éléments de preuve, dans les auditions que vous réalisez, dans la rédaction du rapport que vous rédigez, vous pouvez... l'enquêteur externe, avocat, peut engager sa responsabilité s'il collecte de manière inappropriée ces informations, n'informe pas le collaborateur auquel il s'adresse qu'il n'est pas son avocat, ni même l'avocat du PDG, mais l'avocat de l'entreprise, et que ce qu'il est en train de dire va pouvoir être retenu contre lui dans le cadre de procédures, le cas échéant de procédures pénales. Tout cela sont des éléments qui sont susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle. Il y a aussi... Et là, c'est un élément qui doit être effectivement pris en compte dans la rédaction du rapport. Alors,
La rédaction du rapport, le rapport rédigé par un avocat est normalement, effectivement, s'inscrit dans le cadre de la relation client-avocat, donc normalement protégé par le secret professionnel. Mais nous savons tous que la jurisprudence relative à la protection du secret professionnel est somme toute variable et a connu des interprétations comment dirais-je, marquées par des évolutions certaines au fil du temps. Nous savons que la rédaction de ce rapport nécessite aussi un certain toucher de balle. C'est-à-dire qu'on ne va pas, dans la manière dont ce qu'on va retranscrire, on va effectivement être le plus factuel possible et on va livrer un certain nombre de... On va éviter de consigner dans ce rapport des éléments qui pourraient être contestables, qui pourraient entacher la qualité probatoire du rapport qui est déposé. Bref, on va essayer d'être le plus factuel possible et on va éviter aussi d'écrire des choses qui pourraient, le cas échéant, entraîner la contestation de ce rapport et participer à le voir écarté en tout ou partie, ce qui serait effectivement la pire des choses qu'un enquêteur externe pourrait réaliser, c'est-à-dire qu'il aurait véritablement failli à sa mission. Dans un cadre interne, la difficulté est différente. Dans un cadre interne, la difficulté est plus liée aux pressions que pourrait avoir l'enquêteur interne, parce que, et Jean-Marie a eu raison de le souligner, la relation au conseil d'administration, au comité dédié du conseil est importante, la rédaction à la direction générale est importante, la direction aux filières métiers est importante, mais ce n'est pas suffisant. Parce que dans certains cas particulièrement sensibles, cette pression, elle peut être significative. Parce qu'aussi, dans certains cas, la personne mise en compte, ça peut être un dirigeant d'entité. Et que quand vous avez affaire à un dirigeant d'entité, par définition, vous ne savez pas du tout, surtout quand vous avez ensuite un calendrier interne avec des successions possibles, si vous voyez ce que je veux dire, on se retrouve dans des situations où le sujet est extrêmement sensible. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on doit prendre toutes les mesures possibles pour pouvoir investiguer sans pour autant stigmatiser la personne et donc protéger le plus possible. Pas protéger le plus possible, mais en fait protéger tout court. Là, il faut qu'on arrive à le faire parce qu'on est sur le terrain de la présomption d'innocence et que une présomption qui fuiterait sur un dossier pourrait de manière irrémédiable entacher la crédibilité de la personne mise en cause et également obérer ses possibilités d'évolution professionnelle ultérieure. Donc ça, il faut avoir ça en tête, c'est irrémédiable quand il y a une erreur comme ça qui est commise, c'est irrémédiable. Vous avez créé un tort irréparable. Voilà. Et ce tort, on peut parfois être poussé à le commettre de manière plus ou moins volontaire parce qu'il y a une instrumentalisation du sujet. Alors, on sait comment le traiter. Ça se monte avec des cellules où on implique la communication, les ressources humaines, la filière managériale. La personne va s'absenter un certain temps, on nomme un proconsul avec une histoire crédible pour l'ensemble des salariés. Bref, ça, les organisations savent gérer. Mais il est vraiment important de préserver la présomption d'innocence de la personne mise en cause parce que, bien, une fois sur deux, la personne, moi, dans les cas où j'ai été confronté, la personne, à chaque fois mise en cause, s'est retrouvée complètement innocentée. Donc, il faut vraiment être très prudent là-dessus. On ne sait pas trop comment l'alerte arrive. Il y a des faunées, il y a toute une série de raisons qui font qu'on peut avoir une vision instrumentalisée. Enfin, on peut avoir une vision instrumentalisée. On peut avoir affaire à une situation très instrumentalisée dans un contexte politique particulier. Et donc, là encore, comme disait David tout à l'heure, comme vous le disiez, la plus grande prudence s'impose. Voilà quelques réflexions sur le sujet que j'ai eu plaisir d'en partager avec vous. Merci beaucoup, Eric. Alors, ça nous donne un glissement naturel vers la question de la confidentialité. Vous avez parlé de la confidentialité du rapport d'enquête qui serait couvert par le secret professionnel en tant qu'avocat. J'ai vu un membre du public hocher la tête, hocher la tête vigoureusement pour dire non.
mais il a lu le rapport ou le guide de l'AFA et du PNF qui considère que le rapport d'enquête interne n'est pas couvert par le secret professionnel. Ce qui pose toute la question avec la confidentialité et la présomption d'innocence, de la confidentialité de l'enquête et du rapport. Comment est-ce que ça se passe? C'est peut-être un des points fondamentaux de notre table ronde, c'est-à-dire comment est-ce que les règles actuelles ou les pratiques actuelles sont suffisantes, ou est-ce qu'on a besoin d'aller un peu plus loin? Alors, Stéphanie, est-ce que vous, sur la gestion de la confidentialité, de l'enquête, des auditions des salariés ou des tiers et du rapport, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous considérez que les règles actuelles, ma foi, suffisent? Alors, on s'est mis en interne des règles, bien sûr. Je reviens sur effectivement la neutralité et l'extrême attention à donner à la rédaction du rapport. Parce que tout comme ce sujet de rattachement, on ne sait pas où le rapport ira demain. Et donc, attention à ce qu'on écrit dans un rapport d'enquête, à qui va être envoyé, dans quel cadre, aux pressions que certaines sociétés exercent sur les personnes en interne ou sur les consultants pour orienter un petit peu le rapport. Donc attention à ces sujets-là. Je crois que tout est à faire de poser les limites et en même temps de mettre en place le cadre de l'enquête. Je vais vous parler de 2 expériences. La première, c'est quand j'étais directeur compliance pour un groupe américain il y a quelques années. Quand j'ai pris le poste, j'ai dû recruter 25 personnes en 6 mois et je me suis retrouvée à manager 15 investigations en parallèle dans 5 pays. Ce groupe américain avait pris le prisme d'externaliser toutes ces investigations à des cabinets d'avocats américains. Je vous laisse imaginer à quel point c'était intrusif. Et ces cabinets d'avocats américains, un jour, m'ont demandé « Je souhaite avoir les contrats de travail de 3 salariés italiens. » Et j'ai eu, je ne sais pas, l'idée de poser la question « Mais pourquoi et dans quel cadre? Pourquoi vous avez besoin de ces contrats de travail-là? Ça n'aide pas à l'investigation. » Donc, finalement, ils ont laissé tomber. Il y avait des sujets aussi de droit du travail italien, de confidentialité et d'importance de la donnée dans le cadre de l'enquête. Et du coup, le cadre et les limites ont été posées. De la même manière, maintenant que je suis de l'autre côté comme consultante, ce sujet est constamment, on le voit dans certaines déviances de certaines enquêtes internes faites avec des directeurs de la sécurité, ce sujet est constamment critique. C'est-à-dire que donner un cadre à l'enquête dans le temps, dans l'espace, on récupère de l'information uniquement susceptible de donner de l'information dans le cadre de l'enquête et uniquement cela, c'est la première ligne que l'on se pose. Mais pour répondre à votre question, David, est-ce qu'on a besoin d'un cadre encore plus important sur le sujet de l'enquête interne? Je pense que oui. Je pense que définitivement, il y a encore du travail sur cela. J'observe que selon les domaines de conformité, que ce soit du harcèlement sexuel, des sujets de corruption, du droit de la concurrence ou de la fraude, les enquêtes ne sont pas forcément menées pareil. Est-ce un bien, est-ce un mal? Aujourd'hui, ce sujet, on ne s'est pas positionné. Demain, quelle sera l'importance des éléments donnés dans le cadre de ces enquêtes, d'un point de vue légal, d'un point de vue au tribunal? On le voit aujourd'hui, les programmes de conformité sont de plus en plus mis en avant dans les décisions des tribunaux, que ce soit des CJIP ou autres. Demain, il faudra aussi réfléchir à la structuration formelle de l'enquête et derrière ses conséquences par rapport aux tribunaux et par rapport au suivi des actions dans les sociétés. Oui, d'ailleurs, nous voyons tous que les enquêtes internes sont déjà, entre guillemets, testées par les conseils de prud'homme, pour l'instant, qui viennent nous donner de la jurisprudence intéressante sur est-ce qu'il faut entendre l'auteur principal ou pas. La réponse est pas forcément, d'ailleurs, ce qui est intéressant. Donc, Jean-Marie, pour terminer avec vous sur la confidentialité pendant l'enquête et la responsabilité de l'avocat de l'enquêteur interne, pardon. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que c'est des points que vous arrivez à gérer assez facilement ou est-ce que finalement ça reste un écueil?
Sur la responsabilité, vous l'avez bien compris, hein, la règle d'or, mais elle n'est jamais, à ce jour, transgressée. On ne dévoile pas l'identité de l'auteur du signalement, ni la personne objet du signalement, tant que la décision, enfin, tant que le signalement n'est pas avéré. La personne objet, le lanceur d'alerte, jamais, hein, ça c'est clair. Donc ça c'est pas trop compliqué et c'est bien entré dans les mœurs. La confidentialité, c'est un peu plus... c'est un peu différent. Vous devez maintenir, la règle c'est que vous devez maintenir une stricte confidentialité du début jusqu'à la fin. Si vous êtes tout seul, c'est simple, mais vous n'êtes jamais tout seul. Ça n'arrive jamais, ça. Donc, vous allez devoir interroger des collaborateurs de l'entreprise. Bon, là, c'est pareil. Vous faites très attention aux questions que vous posez de façon à toujours garder l'anonymat sur les deux personnes dont je vous ai parlé. Mais bien souvent, vous allez devoir retenir des conseils externes. Alors, avec les professions réglementées, je n'ai pas trop de sujets. J'entends huissier de justice ou avocat, je n'ai pas trop de sujets. Lorsque je fais du forensique, parce que parfois il faut quand même mouliner de la donnée, là je mets en place des accords de confidentialité. Tout est prêt, tout est prêt à l'emploi. Les informaticiens, parce que nous avons mis en place un manuel connu de l'ensemble des salariés sur l'utilisation des outils informatiques au sens le plus large possible dans l'entreprise. Donc on ne s'interdit pas, sauf évidemment les boîtes personnelles, lorsqu'il est indiqué boîte personnelle ou confidentielle. Ça, on n'y touche pas évidemment. Pour le reste, moi, il m'arrive de récupérer un téléphone ou un ordinateur et de les confier à un laboratoire pour qu'ils me disent ce qu'il y a dedans, ce qui a été effacé également. Alors, je vais tout de suite dissiper une illusion que vous pourriez avoir. Vous pouvez effacer, hein. Ça reste. L'ordinateur, c'est pareil, vous pouvez effacer, ça reste. Hein, on récupère tout. Tout ce qui a été effacé, on le récupère. Vous avez des laboratoires qui le font, et qui le font bien. Voilà, et ça tient la route devant un tribunal. Mais il faut expliquer, évidemment, ce que l'on fait, pourquoi on retient telle personne, à quelles investigations il se livre, et à partir de là, c'est nettement plus facile de le produire. On prend également des prestataires en intelligence économique, parce que vous avez quand même des petits filous, parfois, qui ont oublié d'être bêtes. Je me souviens d'un collaborateur alors c'est souvent, mais c'est la loi du nombre, parce que nous sommes 200 000, donc j'ai des acheteurs et j'ai des fournisseurs. C'est encore une fois, c'est la loi du nombre, mais j'en ai pas plus que les autres. D'ailleurs, je voudrais également dissiper un malentendu. Quand j'en parle avec mes pairs, on n'a pas énormément de signalements. Hein. Il ne faut pas croire que la France est corrompue. Hein. C'est loin d'être le cas. Hein. Ou alors ça se fait de façon beaucoup plus discrète. Non, j'ai connu l'époque de la Générale des Eaux, c'était un peu différent. C'est sans doute un peu plus artisanal. Donc il y a beaucoup moins de choses maintenant. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que je me souviens d'un petit malin qui touchait de l'argent de la part d'un fournisseur, mais évidemment, il ne voulait pas qu'il y ait de flux financiers. Donc qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait monté une structure aux îles Samoa, avec un établissement stable à Hong Kong, et il facturait à partir de ces structures-là de la prospection, il faisait du sourcing au grand international pour son fournisseur. Voilà, et donc le flux, c'était le fournisseur qui payait des prestations de sourcing et qui payait ça à Hong Kong et ça remontait au Samoa. Bon, tout finit toujours par se savoir, parce qu'il y a une règle également qui existe, c'est qu'à partir d'un certain moment, vous avez un sentiment d'impunité. C'est là que vous commencez à faire des bêtises. Parce que vous pensez toujours plus intelligent que les autres, à un moment ou à un autre, vous en avez parlé, vous vous êtes vanté auprès, et ça finit toujours par sortir. Toujours. Toujours. Et c'est à ce moment-là qu'on les coince. Donc, on fait de l'intelligence économique, mais on a des rapports que l'on peut produire. Il y a des sociétés en France qui font de l'intelligence économique à partir de l'open source, et on arrive à obtenir de très, très bons résultats. Donc, tous ces gens-là, ils ont des NDA, hein, des accords de confidentialité, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un maillon manquant dans la boucle de la confidentialité.
Ça a été dit par Stéphanie, vous risquez de fragiliser considérablement votre enquête. Et à partir de ce moment-là, c'est destructeur pour l'entreprise. Non seulement votre enquête est réduite à néant, ou en tout cas est susceptible de l'être, mais c'est destructeur. C'est destructeur parce que, ah mais oui, mais mon signalement, mais telle personne est toujours là, pourtant les faits, etc., etc. Et ça va vite. Et ça va très très vite. Donc il faut être excessivement rigoureux sur la confidentialité. J'ajouterais que, en ce qui concerne les rapports, bon, c'est un peu du taylorisme chez moi, parce que j'ai également un modèle de rapport que je donne à mes déontologues référents en disant, voilà, je veux voir ça, 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 ça et ça doit être très factuel. Et non seulement c'est les errements qui ont pu être commis, mais pourquoi ça a été commis? Et c'est souvent des défaillances de contrôle interne, où on a des lacunes de contrôle interne. Donc quelles sont les procédures à corriger? Ce que j'ajouterais pour conclure également, c'est que vous devez mettre pas mal de notes. Systématiquement, lorsque vous interviewez quelqu'un, faites une note la plus objective possible, factuelle, question posée, réponse, question, réponse, etc. Ça doit être très factuel, et vous mettez ça dans votre dossier. Ça vous montre, parce que le jour où vous devez déposer un dossier, lorsque vous allez voir la DRH en disant, et le directeur juridique en disant, ben voilà, les faits sont avérés, voilà le dossier, donc c'est licenciement et c'est dépôt de plainte, vous avez intérêt à avoir un dossier exempt de reproches. Et là, il faut être vraiment très, très rigoureux. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut un tout petit peu de bouteille pour mener ces investigations. Je terminerai avec un sujet qui est le sujet du harcèlement sexuel ou moral. C'est généralement pas traité par mes équipes, parce que sur ces dossiers-là, l'identité du lanceur d'alerte, elle est très compliquée à maintenir, et celle de la personne objet du signalement également. Donc ce que je dis lorsque je reçois ce genre de signalement, je leur dis, écoutez, je peux traiter votre sujet, mais je vais avoir des difficultés pour maintenir votre anonymat. En revanche, adressez-vous à la DRH. Et ce sont les différentes DRH du groupe qui traitent les sujets. Et lorsqu'une DRH est concernée, parce que nos amis DRH ne sont pas non plus toujours exempts de reproches, à ce moment-là, c'est DRH N+1. Voilà. Mais ces dossiers de harcèlement sexuel et moral, c'est compliqué pour nous de les traiter, donc on préfère, dans l'intérêt du lanceur d'alerte, qu'ils soient traités par les DRH en charge du dossier. Merci Jean-Marie. En fait, on se rend compte que finalement, on a substitué le secret de l'enquête ou le secret de l'instruction à une espèce de confidentialité de l'enquête interne, au-delà même de l'identité du lanceur d'alerte. Ça pose des difficultés pratiques. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est auditionné par une équipe d'enquêteurs, qu'elle soit avocat, enquêteur, déontologue ou auditeur. Est-ce que cette personne va sortir? Évidemment qu'elle va sortir et tout le monde va lui demander alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut lui faire signer des engagements de confidentialité, bien sûr. Ça a une portée absolument, limitée. Donc, on se retrouve avec une confidentialité de coutume, si je puis dire, contractuelle, qu'on va essayer d'imposer, tant bien que mal. Moi, je pense que c'est un pan de l'enquête interne sur lequel il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à maturité, si je puis dire.